Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4-4-2 dans un tout nouveau décor. Et le premier invité qui inaugure avec nous ce renouveau, c'est Youssef Indy. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre Avec invitation plaisir. et bienvenue encore une fois. Merci. Alors je rappelle rapidement que vous êtes historien, essayiste, géopolitologue et conférencier entre autres. Et on vous reçoit aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, le 10e, qui s'intitule La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État, publié aux éditions Strategica. Vous débutez ce livre par une première question, les États-Unis, empire ou hégémone? L'occasion pour vous de faire un rappel historique de ce qu'a été l'Empire romain et l'hégémone athénien. En quoi pour vous c'était important de revenir sur cette partie de l'histoire et en particulier le comparatif Rome-Athènes? Parce qu'on commet souvent l'erreur et moi le premier, hein, comme tout le monde, de dire que les États-Unis sont un empire. Or, un empire a des caractéristiques bien précises, et pour le comprendre, il faut remonter aux archétypes, aux grands archétypes. Donc je remonte à l'Antiquité, aux deux grands archétypes de domination géopolitique. L'archétype de l'Empire, c'est évidemment Rome, l'Empire par excellence, et l'autre archétype athénien, qui est quand même moins connu. Athènes est connue pour sa philosophie, sa culture, la mythologie, mais moins connue sous cet aspect géopolitique. Et donc, la comparaison entre les deux me permet de mettre en exergue la différence entre ce qu'est un empire, c'est-à-dire une nation élargie, intégratrice, relativement égalitaire, parce que sans un minimum de principe égalitaire, il n'y a pas d'intégration, donc il n'y a pas d'élargissement et il n'y a pas de pérennité. La grande différence entre l'empire et l'hégémone, c'est que l'empire se construit d'abord sur la terre ferme, de façon durable, donc une intégration lente des populations dominées, et l'hégémone, lui, donc je prends l'exemple de l'hégémone athénien, qui est une puissance maritime, dont l'expansion est relativement rapide, mais l'écroulement est tout aussi rapide parce qu'il n'y a pas d'intégration. C'est ce que j'appelle le ségrégationnisme géopolitique, c'est-à-dire une distinction entre la cité, la nation, cité-État qui domine, et les populations, les cités-États qui sont dominées. Et les États-Unis appartiennent donc à cette deuxième catégorie, pas empire, hégémone maritime, puissance maritime, comme son aïeul, la Grande-Bretagne, qui était aussi un hégémone maritime, donc qui domine par la mer, avec une relation au commerce, à l'économie, qui lui est propre. Et je fais également cette comparaison du rapport à l'économie dans l'Empire romain et dans l'hégémone athénien. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples de la manière dont vous êtes arrivé à déconstruire en fait ce mythe que les États-Unis seraient un empire? Vous arrivez à la conclusion que c'est un hégémone, l'hégémone états-unien, que vous appelez dans votre livre. Comment vous êtes arrivé? Donnez-nous quelques exemples de cette manière-là des États-Unis d'agir sur le monde, en fait. Alors, l'actualité permet de bien comprendre ce que je dis, c'est-à-dire que quand on voit le rapport des États-Unis, pas seulement au reste du monde en général, mais à l'Europe en particulier, précisément, l'attitude des États-Unis dans la séquence récente, là c'est plus flagrant avec la guerre contre la Russie, mais c'était déjà le cas avant, c'est-à-dire un modèle économique de prédation. Alors que l'Empire, il se construit, bien sûr, par l'épée, par le feu, par la soumission des populations, avec une certaine brutalité, mais ensuite, il s'installe sur la durée grâce à la paix, l'ordre et le commerce. Donc l'enrichissement des
des territoires et des populations dominées. C'est comme ça qu'il pérennise son imperium. Dans le cas des États-Unis, on le voit actuellement, il y a une prédation économique consistant à dépecer ceux qui sont censés être ses alliés, qui sont en fait ses vassaux européens. Or, c'est antinomique du modèle impérial, puisque si vous êtes une puissance dominante et que vous dépecez vos vassaux, vous sciez d'une certaine façon la branche sur laquelle vous êtes assis. Donc vous allez avoir un phénomène de rétractation économique et d'antagonisme exacerbé entre la nation dominante et les nations dominées. Aujourd'hui, ça perdure parce que les nations dominées sont dirigées par des satrapes, c'est-à-dire des agents états-uniens, des agents de Washington et des agents de la banque judéo-protestante américaine. Donc, mais il n'empêche que les États-Unis sont tout de même en guerre contre les nations européennes. Quand on dit nation, on ne parle pas bien sûr des dirigeants traîtres, mais on parle des populations. Donc à un moment donné, ce modèle hégémonique finira par craquer. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Alors le fil conducteur de votre ouvrage, c'est les États-Unis, on le dit depuis le début de cette interview, et la manière dont cette puissance a tissé une toile d'araignée sur l'Europe, dont elle tire les ficelles. Vous avez parlé de prédation. Comment procède-t-elle concrètement ? Alors, il faut revenir à la construction européenne. Le grand reporter britannique Ambrose Evans Pritchard a publié un article en 2000. Je crois que c'est un journaliste du Télégraphe, je crois, Daily Telegraph, il me semble. Peut-être que je fais erreur, mais bon, il est célèbre. Et il a écrit un article sur la construction européenne basé sur les documents déclassifiés de la CIA. Donc il a mis en évidence que le projet de création d'Union européenne, et y compris le projet de création de l'euro, de la monnaie commune, est un projet états-unien. C'est un projet états-unien qui a pour but de contrôler l'Europe tout en étant absent de cette Europe. Bien sûr, il y a des bases militaires en Europe, notamment il y en a 25 en Allemagne, 25 bases militaires américaines. Mais ça a toujours été la politique des États-Unis depuis l'époque de Wilson, depuis l'époque de la Société des Nations. C'est-à-dire contrôler le monde occidental, l'Europe, tout en étant absent. Dans la Société des Nations, les États-Unis étaient absents, ils n'étaient pas membres, mais les États d'Amérique qui étaient membres de la Société des Nations étaient inféodés aux États-Unis et ils obéissaient à Washington. Donc Washington, les États-Unis, jouaient un rôle prépondérant dans la Société des Nations tout en étant absents. Et ce modèle s'est poursuivi, notamment après la Seconde Guerre mondiale, avec la création des institutions internationales qui sont des relais de puissance, qui permettent en fait aux États-Unis de coloniser le monde, coloniser l'Europe, tout en étant absent. Et donc l'Union européenne, rentre dans ce cadre-là de domination, ce que j'appelle un hégémon offshore, donc un hégémon hors sol, qui domine les vassaux via des institutions internationales, puisque le monde est trop vaste pour une seule puissance. Dans quelle bulle les États-Unis sont présents en Europe sans l'être? Et pensez-vous que les États-Unis procèdent à l'asservissement de l'Europe aussi? Alors, il y a deux dimensions. Il y a une dimension, je l'ai dit, économique, donc de prédation. J'ai cité une secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright, qui a explicité cela, qui a dit que nous, les États-Unis, devons maintenir ce système qui fait travailler les nations pour nous.
qui nous permet de capter les richesses des nations. Ça, c'est, disons, l'objectif économique prosaïque. Mais il y a autre chose, il y a une dimension religieuse, et c'est un sujet que j'aborde plus en profondeur dans l'introduction du livre. Les États-Unis ont une vision religieuse et messianique d'eux-mêmes et de l'histoire. À partir du moment où ils sont sortis de l'isolationnisme, donc la doctrine Monroe, donc ils en sont sortis à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ils sont passés d'une idée religieuse d'isolation, parce que l'Amérique, selon eux, est à la fois le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, pré-adamique, le monde édénique, exempt du péché qui a corrompu l'Ancien Monde, c'est-à-dire l'Europe, et ils voulaient s'en tenir à l'écart. À la fin du 19e siècle, il y a eu un basculement radical. On est passé de l'isolationnisme au pan-interventionnisme messianique. Et c'était tout à fait explicite chez Theodore Roosevelt et ensuite chez Woodrow Wilson, avec cette idée que l'Amérique est une nation messianique avec un rôle religieux, celui d'apporter la rédemption au monde et par le libéralisme. Le libéralisme étant une variante, disons, de la rédemption. Donc apporter le libéralisme, la liberté au monde, l'imposer au monde entier, ce qui nous amènera à la fin de l'histoire. C'est pour ça que Francis Fukuyama, après l'effondrement de l'Union soviétique, a affirmé que c'était la fin de l'histoire. Disons, la fin de l'épopée américaine qui commençait au début du XXe siècle et qui se terminait avec l'effondrement de l'Union soviétique, c'est-à-dire l'imposition, l'universalisation du libéralisme américain, et qui allait faire de l'Amérique un empire mondial sans aucun concurrent. Donc il y a une double dimension, une dimension économique, prosaïque, cette volonté de puissance, cette hubris, et la dimension religieuse messianique qui est fondamentale. Alors, je vais juste sortir un peu du cadre de votre livre, mais j'ai une question qui m'interpelle. C'est, vous le dites, les États-Unis veulent dominer le monde, mais finalement ce pays est très jeune, à peine 3 siècles. On le sait, cette terre n'appartenait pas aux Américains, elle appartenait aux Indiens, aux Amérindiens. Leurs origines viennent d'Europe. Comment les États-Unis aujourd'hui veulent conquérir le monde, et notamment leurs pères, P-A-I-R-E-S? Il faut revenir à l'époque des pères pèlerins. Les pères pèlerins, c'était une secte, disons, issue du protestantisme, du calvinisme plus précisément, puritains anglais, qui ont quitté l'Angleterre à partir des années 1620, et se sont installés en Amérique avec l'idée, ça j'explique aussi dans le livre, l'idée que eux, les pères pèlerins, étaient le nouveau peuple hébreu, qui fuyait l'Angleterre, qui fuyait donc l'oppresseur, qui ont traversé l'Atlantique comme les Hébreux ont traversé la mer Rouge, et qui sont arrivés en Amérique, considérés par ces pères pèlerins comme la Nouvelle Jérusalem, à la fois la Nouvelle Jérusalem et le paradis terrestre. Donc il y a dès l'origine de l'Amérique, des États-Unis, cette dimension exceptionnaliste religieuse. Et je cite l'abbé Reynald qui dans les années 1780 a affirmé avait vu que l'Amérique deviendrait, donc l'Amérique, fille de l'Europe, fille de l'Angleterre, deviendrait la maîtresse de l'Europe, qu'elle finirait par dominer l'Europe. Et donc c'est cette bizarrerie de l'histoire qui a amené les États-Unis. Aujourd'hui d'ailleurs on parle de grands frères états-uniens, alors que l'Amérique est la fille de l'Angleterre. Donc il y a eu une sorte de renversement où l'enfant devient le père de son père. Très, très étrange. Donc, et finalement,
Sur le plan géopolitique, ce que les États-Unis ont voulu faire, je l'ai dit dans un premier temps, s'isoler de l'Europe, et dans un second temps, comme le disait Carl Schmitt, intégrer l'Europe à leur grand espace. On parlait à l'époque d'hémisphère occidental. Au début, l'hémisphère occidental s'arrêtait à un certain point de l'Atlantique. Et après, au début du XXe siècle, puis après la Première Guerre mondiale, et durant la Seconde Guerre mondiale, cet hémisphère occidental intégrait également l'Europe. Donc l'Amérique, qui était la fille de l'Angleterre, a fini à l'occasion, à la faveur de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, par intégrer l'Europe à son grand espace. Donc c'est finalement comme dans la mythologie grecque où le fils de Cronos, Zeus, finit par tuer Cronos et prendre sa place sur le trône. C'est un schéma classique en réalité. Revenons en Europe. Selon vous, le grand ennemi à abattre des États-Unis, c'est l'Allemagne. Et pour cela, tous les coups sont permis, sabotage et sanctions économiques. Expliquez-nous. Alors, les États-Unis, dans un premier temps, ont favorisé l'Allemagne pour que celle-ci devienne son Gauleiter en Europe, une sorte de gouverneur qui a piloté l'Union européenne et qui a profité de l'euro, une monnaie qui était à peu près à la taille de l'économie allemande, une sorte de Deutschmark continentale, ce qui a permis de détruire les industries rivales, notamment italiennes et françaises, puisque la France s'est retrouvée avec une monnaie trop forte pour son économie, et donc des produits à exporter, notamment les voitures, quasiment au même prix, si on compare les gammes, que les voitures allemandes. Alors que l'avantage de la France, c'était notamment cet outil économique qui est la dévaluation compétitive. D'évaluer la monnaie pour maximiser les exportations. Et donc on a vu, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'euro a été instauré en 2002, et dès 2004, on voit la balance commerciale de l'Allemagne qui monte en flèche, et la balance commerciale de la France qui chute, jusqu'à devenir négative. Et elle était positive avant l'instauration de l'euro. Donc ça, c'est factuel. Mais l'Allemagne était aussi un concurrent économique des États-Unis. L'Allemagne, comme le Japon, à partir des années 70 déjà. Et donc, dans un premier temps, ils ont utilisé l'Allemagne, notamment sur le plan géopolitique, diplomatique, pour neutraliser la France. Parce que si l'Allemagne était un concurrent économique des États-Unis, la France, avec ses velléités d'indépendance, ses velléités gaulliennes, notamment à l'époque de Chirac, posait un problème stratégique pour les États-Unis, puisqu'il fallait soumettre toutes les nations européennes. Or, on a vu notamment à l'occasion de la Seconde Guerre d'Irak, 2003, un axe Paris-Berlin-Moscou, Chirac, Schröder, Poutine, qui s'étaient ensemble opposés à la guerre américaine contre l'Irak. Et les États-Unis ont réagi. Ils ont réagi en aidant Sarkozy à prendre le pouvoir en France. Sarkozy, c'est la convergence des réseaux atlantistes et des réseaux israéliens. En bref, le néoconservatisme. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy passait beaucoup de temps à l'ambassade des États-Unis quand il était ministre de l'Intérieur et président du parti les Républicains, à l'époque, ça s'appelait, je crois, les Républicains. Lui, les cadres du parti et les hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Pareil pour l'Allemagne, après le départ de Schröder, l'arrivée de Merkel. Bon, Merkel a eu une politique ambiguë, c'est-à-dire que sous la pression du patronat allemand, elle a bien sûr participé, elle était tout à fait favorable à la construction du Nord Stream 2, donc il y avait deux gazoducs pour alimenter avec de l'énergie pas chère l'industrie allemande, ce qui était tout à fait bien vu
par le patronat allemand, ce qui est logique, mais tout en menant une politique géopolitique, enfin une géopolitique atlantiste et hostile vis-à-vis de la Russie. Mais après le départ de Merkel, les choses se sont encore aggravées avec Scholz. Et là, effectivement, on est vraiment rentré dans une guerre économique des États-Unis contre l'Europe, et tout particulièrement contre l'Allemagne, avec les sanctions qui ont d'abord touché l'Europe, bien plus que la Russie, et le sabotage de Nord Stream 1 et 2. Et en plus de cela, on peut parler aussi de la délocalisation de plusieurs entreprises allemandes Oui. qui finalement s'expatrient vers Oui, les États-Unis. c'est-à-dire détruire l'économie européenne, mais faire un appel d'air, siphonner les industries européennes. Parce que même avant la guerre en Ukraine, je dresse une liste non exhaustive, mais tout de même, de fonds d'investissement états-uniens qui ont mis la main sur des grandes entreprises européennes, hollandaises, belges, françaises, italiennes, allemandes, etc. Et là, avec la destruction des gazoducs, et donc le prix des hydrocarbures qui a flambé, eh bien, les États-Unis en profitent pour proposer aux industries européennes de s'installer sur le territoire états-unien où le prix des hydrocarbures est désormais donc moins cher que celui qui se vend en Europe. Donc ils ont fait d'une pierre plusieurs coups, effectivement. Alors on a parlé de l'Allemagne, vous avez également évoqué la France, mais quel est l'avenir du pays décidé par les États-Unis en ce qui concerne la France ? On le voit avec Macron, c'est-à-dire que depuis que Macron est au ministère de l'économie, puis secrétaire général, secrétaire à l'Élysée, puis président de la République, il a participé activement au dépeçage de l'industrie française et de la destruction de la France. Donc il y a une destruction économique de la France qui s'est accélérée avec Macron. D'ailleurs, on le voit avec le cas Alstom, qui est tout à fait significatif. Il a vendu Alstom à c'était General Electric, société américaine. Et quand on lit le document justement de cette vente, on voit que parmi les entreprises et les banques qui ont pris une commission sur cette vente, il y a la banque Rothschild, l'ancien employeur de Macron, Bank of America, le Boston Consulting Group, etc. Un certain nombre d'entreprises américaines qui ont participé au dépeçage et qui ont pris de l'argent au passage. Donc il y a manifestement une volonté de destruction économique, mais de destruction tout court de l'Europe et de la France en particulier. S'assurer que la France ne se relève pas et qu'elle ne rétablisse pas d'axe stratégique avec Moscou. Restons en France, nous allons revenir sur une partie du livre dans laquelle vous dites que nous sommes entrés dans l'ère du parti unique depuis quelques années déjà. L'occasion de rappeler cette progression et de distinguer la dictature de l'état d'exception. Après la Révolution française et l'opposition entre une église qui a été attaquée, affaiblie au cours des derniers siècles et donc des partis qui s'y opposaient, donc le parti socialiste puis le parti communiste, permettait d'une certaine façon à la France d'avoir une sorte d'équilibre politique à l'intérieur. Et c'est ce qui a donné l'alliance entre les gaullistes et les communistes. Donc une alliance entre deux traditions qui s'opposaient. La tradition catholique, de droite, conservatrice, représentée, quoi qu'on en dise, par le général de Gaulle, et les socialistes et les communistes. D'ailleurs, les communistes en particulier, à l'époque de Gaulle. Or, la décomposition du catholicisme, l'effondrement du catholicisme, a conduit à un effondrement de toute la tradition républicaine, socialiste, et même communiste, qui existait en étant arc-boutée contre l'Église, arc-boutée contre cette vaste portion de la France qui était encore
catholique de droite. Donc vous avez un effondrement général à partir de Vatican II, 62-65, puis vous avez eu mai 68, qui a été une accélération dans la décomposition de la France, et qui l'a précipité vers une sorte d'anomisme. Jusqu'à aujourd'hui, l'antinomisme qui règne avec le lgbtisme, etc. Tout ce qui viole la loi naturelle, qui permet en fait aux sociétés de vivre. Et au niveau politique, la disparition de la droite traditionnelle et même de la gauche a conduit à une sorte de fusion d'un système politique post-68ard qu'on a quand même vu émerger avec Nicolas Sarkozy, même s'il avait ce discours néoconservateur, soi-disant contre les racailles, pour l'ordre, etc. Alors, on a vu qu'il n'en était rien. Et c'est ce qui a conduit la France à un monopartisme. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'opposition idéologique et religieuse qui structure, on a en fait une fusion, ou plutôt une absorption de la droite par la tradition de gauche, qu'on peut faire remonter aux Lumières et jusqu'à mai 68 en réalité. Parce que la plupart de ceux qui sont à droite de l'échiquier politique, si on creuse un peu, ils ont été 68ardés, si je puis m'exprimer ainsi. Ils ont été absorbés par cette tendance. Et on l'a vu notamment avec les manifestations pour Charlie, qui a passé des décennies et des années à blasphémer, à insulter cette tradition en fait catholique qui a quasiment disparu en France. Donc au lieu de nous amener à un système soi-disant démocratique et libéral, cette disparition de cet antagonisme, donc la disparition du catholicisme, de l'Église et de la droite traditionnelle, a conduit à un système politique totalitaire qui n'a plus d'opposition. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a, quand on voit les grandes questions importantes de ces dernières années, sur la question de l'OTAN, sur la question de l'Union européenne, sur la question de l'euro, sur la question de la gestion covidienne, de la tyrannie covidiste, sur la question de la guerre en Ukraine, etc., vous voyez que tous les grands partis, soi-disant d'opposition, sont d'accord avec le parti central. Donc en fait, on est dans un parti unique, avec une aile gauche, Mélenchon, etc., le Parti communiste, les Verts, une aile droite, le RN, les Républicains, etc. Je ne sais plus s'ils s'appellent toujours les Républicains d'ailleurs. Si, ouais. Les Républicains. Et au centre, vous avez donc le centre de commandement macrono-rothschildien auquel s'agrègent les autres. Donc vous avez des variantes, mais même sur les questions de LGBTisme, etc., il n'y a pas de différence entre Marine Le Pen et Mélenchon. Elle est favorable au mariage pour tous, à l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. Enfin, en fait, il y a des divergences sur les points de détail. Ce sont des détaillants qui s'alimentent tous chez les mêmes grossistes. On va dire le grossiste macrono-rothschildien. Donc on est effectivement dans ce système totalitaire, puisqu'il contrôle maintenant tous les aspects de la vie collective et individuelle, et a mis en place, on l'a vu à l'occasion du Covid, une biopolitique invasive. C'est-à-dire que non seulement il contrôle nos vies, tous les aspects, nos faits et gestes, mais en plus de cela, ils nous ont dépossédés de nos corps, puisqu'on a vu une quasi-obligation d'injection d'un produit expérimental dans nos corps. Donc on n'a jamais été dans un système aussi totalitaire, même à l'échelle de l'histoire de l'humanité.
et encore moins à l'époque médiévale. Et ce totalitarisme est permis par l'état d'exception, c'est-à-dire la suspension de la Constitution dans son entièreté ou en partie. Et on l'a vu encore là, tout particulièrement durant le Covidisme. Alors, il y a un personnage historique clé que vous citez dans votre livre. Il s'agit du général de Gaulle, que vous citez en exemple. Ce serait la solution pour, selon vous, un retour au véritable gaullisme? Alors, je parle du gaullisme surtout sur le plan géopolitique, parce que le général de Gaulle avait compris très tôt que les États-Unis n'étaient pas les alliés de la France et que les États-Unis n'étaient pas venus sauver la France. Ce qu'on nous apprend à l'école, c'est que le débarquement en Normandie avait pour objectif de libérer l'Europe du nazisme. En fait, le nazisme a été vaincu par les soviétiques, et quand les Américains ont débarqué, la victoire des soviétiques était inéluctable. Donc en fait, les Américains ont tout simplement débarqué en Europe, ils ont laissé les soviétiques faire le travail, ils ont laissé les Allemands et les Russes s'opposer et se faire la guerre. Et quand ils ont compris que les soviétiques étaient en train de remporter les victoires, ils sont venus en Europe pour prendre une part du gâteau, pour empêcher les soviétiques de contrôler toute l'Europe. Donc on a vu ce qui s'est passé, ils se sont partagés l'Europe. Donc l'objectif américain n'était absolument pas altruiste, puisque de toute façon, eux, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique, et il n'y avait aucune chance pour le nazisme, si le nazisme avait triomphé, de prendre possession de l'Amérique. Donc le général de Gaulle avait compris cela, et il a doté, dès le début des années 60, la France de l'arme atomique pour sanctuariser le territoire français. Puis quelques années plus tard, donc en 66, il est sorti du commandement intégré de l'OTAN et a chassé les Américains du territoire français. Et donc, il voulait, lui, établir un axe Paris-Berlin-Moscou et expulser les États-Unis de toute l'Europe. Donc ça, c'est une vision géopolitique qui était à la fois indépendantiste, bien sûr, et réaliste. Mais c'est une tradition géopolitique qui est antérieure, en fait, au général de Gaulle. C'est une tradition géopolitique continentale qui a toujours visé, depuis que les continentaux ont pris conscience que les Britanniques d'abord, puis les Américains, voulaient une domination du monde sans partage. Donc l'établissement d'un axe stratégique continental pour desserrer l'étau anglo-américain thalassocratique, ce que les Britanniques appelaient la stratégie de l'anaconda, c'est-à-dire encercler le continent, l'étouffer et lui broyer les os. Donc faire éclater les nations. Et le général de Gaulle s'inscrit dans cette tradition géopolitique continentale, tout simplement. Mais il y a un autre aspect que je traite dans le livre, c'est la dimension théologico-politique. Bon, il ne suffit pas d'avoir une stratégie géopolitique, il faut aussi avoir une stratégie théologico-politique. Et pour cela, je fais tout un travail de recherche, d'évolution de l'État moderne, bien sûr, sous différents angles, notamment juridiques. Donc, il y a cette stratégie géopolitique, mais il y a aussi une stratégie théologico-politique que je dessine et que je propose dans mon ouvrage. Quelle figure politique, selon vous, ou quelle figure publique sera à même justement de renouer avec ce gaullisme et cette stratégie de l'axe Paris-Berlin-Moscou? C'est difficile à dire, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités en France qui défendent cette vision gaullienne. Si on parle de partis politiques, dans les grands partis politiques, il n'y en a pas.
Je ne le vois pas chez Marine Le Pen, je ne le vois pas chez Jean-Luc Mélenchon. Ceux qui tiennent ce discours, après on peut rentrer dans le détail, savoir est-ce qu'ils sont sincères ou pas, etc. Il y a François Asselineau, qui a un discours purement gaullien, et il y a Philippot, qui a le même discours, exactement le même discours qu'Asselineau. Mais ce que j'explique dans mon ouvrage, c'est que la démocratie, c'est terminé. Donc tout parti politique ou tout chef de parti qui s'imagine qu'il arrivera au pouvoir par des élections à la régulière je sais pas, en 2027 ou en 2032 se fourre le doigt dans l'œil. La démocratie, c'est terminé. Et c'est terminé, alors je ne sais pas si c'est définitivement ad vitam aeternam, mais c'est terminé pour un bon moment. On est rentré dans une nouvelle ère. Et c'est cette ère que j'essaie d'analyser dans mon livre. Là, on est entré dans un système tyrannique, totalitaire, qui ne laissera pas un gaulliste arriver tranquillement au pouvoir. Le système est beaucoup trop verrouillé. Donc ce que je pense, c'est que ce que je constate déjà, enfin ce que je pensais déjà depuis un certain nombre d'années, et ce que je constate, c'est qu'on est rentré dans la violence politique, puisque le système démocratique n'existe plus. Il n'y a plus de représentativité du peuple au niveau étatique, qu'il n'y a plus de débouchés par les urnes, puisque le système est verrouillé sur le plan politico-médiatique et institutionnel. Nécessairement, qu'est-ce que vous avez de la violence qui émerge. Et ça, j'ai commencé à l'écrire dès 2015. Je parlais d'un système politique qui allait se rigidifier, une transformation même du régime, qui allait se transformer en régime policier, et j'annonçais une révolte des Français. La révolte des Français a commencé avec les Gilets jaunes, mais c'est pas terminé. Et la rigidification du régime, on l'a vu. La violence du régime politique qui utilise la police comme une milice privée, c'est devenu une réalité. Donc on est entré de plein pied dans la violence politique. On est revenu dans la violence politique. Et je ne vois pas d'autre issue à la situation actuelle que la violence. Ça y est, on y est. Donc s'imaginer que quelqu'un va arriver au pouvoir par des élections à la régulière, c'est un peu naïf à mon sens. Et dans cette situation à la fois tyrannique et chaotique, c'est-à-dire que c'est le système politique tyrannique et totalitaire qui alimente le chaos, volontairement. C'est le gouverner par le chaos, très bien décrit d'ailleurs par Lucien Cerise. En opposant, en divisant et en opposant les partis divisés. Donc on multiplie les divisions tous azimuts entre catégories socio-professionnelles, les divisions ethniques, les divisions entre gauche et droite, des divisions tous azimuts, ce que j'appelle un pamplémos. Or, l'opposition fondamentale actuelle, c'est celle du peuple, donc des catégories qui s'élargissent. On a eu un noyau dur avec les Gilets jaunes, mais ça s'élargit de plus en plus, puisque cet État oligarchique, ce système oligarchique qui a pris le contrôle de l'appareil d'État, s'attaque à toutes les catégories productives de la population. Donc nécessairement, elles réagissent, ces catégories-là. Donc on est dans ce que j'appelle une lutte des classes transversales, une opposition radicale entre le peuple et ce pouvoir. Et ce pouvoir, pour empêcher, conjurer cette guerre politique, multiplie les zones de tension et de conflit, et donc exacerbe le chaos. Donc on est dans un système, donc je l'ai dit, tyrannique, totalitaire et chaotique. Mais dans la tradition européenne, et pas seulement européenne, les phases de chaos et de désordre sont suivies par une phase d'ordre, parce que les populations, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur culture, cherchent le rétablissement de l'ordre quand c'est le chaos. Et c'est ce qu'on appelle la dictature.
il y a la tyrannie, on est dans un système tyrannique, c'est-à-dire prendre le pouvoir de façon illégitime ou l'exercer de façon illégitime. Et il y a la dictature. La dictature, dans la tradition romaine, c'est accorder les pleins pouvoirs à un fonctionnaire pour qu'il rétablisse l'ordre. La tyrannie dans laquelle nous sommes est anomique, c'est-à-dire hors cadre de la loi, c'est l'état d'exception. Et les populations vont vouloir à un moment donné le rétablissement de l'ordre quand elles comprendront que le pouvoir actuel n'est pas un agent de l'ordre, mais un agent du désordre. Et donc on pourra voir à ce moment-là, dans un chaos qui va s'exacerber, dans cette confrontation qui va s'intensifier en violence, on pourra voir à ce moment-là des figures émerger. Donc quand vous me posez la question de savoir est-ce que j'en vois aujourd'hui, mais les figures politiques de demain sont peut-être totalement inconnues aujourd'hui. Eh bien, nous verrons en tout cas. On restera en alerte. Revenons aux États-Unis qui se sont toujours posés en tant que sauveurs du monde. On l'a dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué, face à ce qu'ils appellent l'axe du mal et ainsi légitimer les guerres les plus atroces. Est-ce qu'on peut revenir sur ce petit ce passage en fait de l'histoire ? C'est extrêmement important. Alors, il faut revenir à l'époque médiévale pour comprendre ce discours-là d'axe du mal et de combat entre le bien et le mal. Dans l'époque médiévale, en Europe, l'ONU, c'était l'Église. C'est-à-dire que c'était l'Église qui disait quand une guerre était juste ou injuste. C'est elle qui réglementait les relations interétatiques entre nations chrétiennes et entre nations chrétiennes et nations non chrétiennes. C'était le pape qui déclenchait les croisades. Et c'était donc l'Église qui disait si une guerre était juste ou non. Et même ça allait jusqu'à interdire l'utilisation de certaines armes par les nations chrétiennes, les royaumes chrétiens, quand c'était des guerres entre chrétiens. Après la guerre civile opposant catholiques et protestants, après le détachement de l'Angleterre de Rome et donc du continent européen, après toute la période westphalienne qui établit une égalité entre les nations, et donc la fin de l'époque westphalienne, c'est véritablement la Première Guerre mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale. Avec la fin de la Première Guerre mondiale, on est revenu d'une certaine façon aux guerres justes, aux guerres morales, en fait aux guerres religieuses, c'est-à-dire où le vainqueur, et là en particulier le monde anglo-américain, dit quand une guerre est juste ou non, et quand l'adversaire est un criminel ou non. Donc dans le cas des États-Unis, leurs adversaires sont systématiquement, bien sûr, des criminels, l'axe du mal. Eux, ils sont l'axe du bien, et en fait, ils sont jugés partis. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois une nation qui est partie prenante dans les guerres, mais aussi une sorte de nouvelle église qui dit le bien et le mal, le vrai et le faux, et quand une guerre est juste ou non. Donc toutes leurs guerres sont justes, et de plus, on peut dire que si le siège de l'église était à Rome, eh bien aujourd'hui, le siège de l'ONU qui a remplacé l'église est à New York, et donc contrôlé en fait par les États-Unis, depuis l'époque de la Société des Nations. Bien sûr, il y a un conseil de sécurité, il y a des membres permanents, etc. Mais quand les États-Unis n'ont pas l'aval de l'ONU, eh bien, ils déclenchent tout de même des guerres illégales. Et en fait, ils ont mis en place un état d'exception à l'échelle mondiale, en violant le droit international. Pour eux, le droit international n'existe plus. C'est un état d'exception à l'échelle mondiale. Donc, quand vous faites cela, ce que vous déclenchez, ce qu'a appelé Carl Schmitt, vous déclenchez une guerre civile mondiale, puisque vous abolissez le droit, donc le droit international, et vous criminalisez l'ennemi. C'est la guerre civile mondiale. Donc, tout ce discours axe du mal, même le discours de George W. Bush, qui, lorsqu'il a déclenché la guerre contre l'Irak, a parlé de croisade, en fait, il est revenu au schéma médiéval.
Mais en fait, quand il dit c'est une croisade, le message implicite qu'il faut comprendre, c'est de dire Washington est la nouvelle Église. Moi, George W. Bush, je suis le pape, et je déclare, je déclare la guerre sainte, la croisade. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, c'est une histoire longue, complexe, que j'analyse dans mon livre, de façon la plus précise possible, mais on ne peut pas comprendre le système géopolitique et même le droit, cette violation du droit international, ce nouveau schéma de guerre civile mondiale qui s'est imposé, si on ne fait pas de l'histoire religieuse. Alors, ce qui m'amène à vous poser cette question, est-ce pour cela que les États-Unis se comportent en État-Dieu? État que vous avez écrit avec un E majuscule et Dieu avec un D minuscule dans votre livre. Oui, j'appelle ça l'état démiurge. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Comment les États-Unis en sont arrivés là? Pour cela, il faut remonter à l'édification de l'État moderne. Après la guerre civile opposant protestants et catholiques, donc à la fin du XVIe siècle, des grands théoriciens du droit, des philosophes, à commencer par Jean Bodin, ont posé les bases du futur État moderne. L'État moderne, sans rentrer ici dans le détail, ce qui le caractérise par rapport à l'État médiéval, c'est qu'il est souverain. Alors que dans le schéma médiéval, le roi n'était pas souverain, donc l'État n'était pas souverain, la souveraineté appartenait à Dieu, et le prince, donc le roi, était soumis à la loi divine, et toutes les lois émises par le roi doivent être conformes à la loi divine. C'était comme ça dans le monde chrétien, c'était aussi comme ça dans le monde musulman. Or, après la guerre civile continentale, européenne, l'État moderne est né et il s'est émancipé du pouvoir de l'Église. C'est-à-dire que vous aviez bien sûr le roi soumis à Dieu, et vous aviez en théorie au-dessus du roi le pape lui-même soumis à Dieu. Donc le pape avait une autorité spirituelle et l'autorité temporelle découlait de cette autorité spirituelle. Or, l'État moderne donc, est devenu souverain, donc il s'est accaparé la souveraineté de Dieu et il s'est émancipé par là même de l'Église. Donc il est devenu, l'État moderne est devenu une sorte d'État démiurge, d'État-Dieu. Mais avec la domination, avec, comme je l'ai dit, la fin de l'ère westphalienne, la domination anglo-américaine sur l'Europe, si les États modernes sont des États-dieux, eh bien l'État qui domine tous ces États, via notamment les institutions internationales, notamment l'Union européenne, eh bien cet État, les États-Unis, serait l'équivalent de Zeus dans le Panthéon, c'est-à-dire le roi des dieux. Donc on a des États démiurges, totalitaires, qui ont des pouvoirs infiniment plus étendus que celui du roi et du pape à l'époque médiévale, parce qu'à l'époque médiévale, il n'y avait pas d'état d'exception, on ne pouvait pas suspendre la loi. Et d'ailleurs, les évolutions techniques offrent un pouvoir aux États modernes que les États, il y a un siècle encore, et plus encore à l'époque médiévale, que les États n'avaient pas. Donc on est dans un système avec des États démiurges, souverains, qui se sont accaparés le pouvoir de Dieu, et au-dessus de ces États démiurges trône un État démiurge suprême qu'est l'Amérique. Alors, quelles seraient les alternatives, selon vous, pour se sortir des griffes de ce contrôle des États-Unis? En théorie, c'est très simple. Mais pour passer de la théorie à la pratique, c'est encore autre chose. Alors, je propose des solutions, je pense, qui sont pragmatiques, mais ces solutions ne peuvent pas être appliquées en l'état actuel des choses. C'est-à-dire que tant que vous aurez des dirigeants, donc des satrapes des États-Unis
et de la finance internationale, ces solutions seront inapplicables. Parce que pour les appliquer, il faut avoir des dirigeants qui ont le souci de leur nation, de leur peuple, et qui défendent les intérêts des nations. Donc ces solutions ne seront pas applicables avant qu'on aille au bout de ce chaos, donc de cette confrontation. Cette confrontation, ces sanctions économiques, cette décomposition des États, parce que d'une certaine façon, cette guerre civile qui a été déclenchée par le haut va conduire à un affaiblissement de ces pouvoirs politiques. Parce que là, en France, ce qu'on voit, en fait, certes, c'est un État totalitaire, etc., mais c'est paradoxalement un pouvoir politique qui est faible et qui ne tient que parce que la police accepte de jouer le rôle de milice privée défendant des intérêts privés à la tête de l'État. Si ce verrou tombe, si la police est trop exaspérée... Alors on est peut-être en pleine actualité là, puisqu'on parle de fronde policière. Alors est-ce qu'on peut espérer... Alors j'en parlais juste avant. Je renvoie les auditeurs à l'entretien qu'on a fait avec Pierre-Antoine Plaquevent. Et durant cet entretien, je parlais de cela. Je parlais des émeutes et je parlais de la police qui pourrait arriver à un état d'exaspération tel qu'elle pourrait refuser à l'avenir, donc lors de la prochaine révolte des Français, de taper dur comme ils l'ont fait jusque-là pour protéger le pouvoir. Donc c'est quelque chose que je sentais. Là, il y a une fronde, et effectivement, c'est intéressant, je suis cela d'assez près, et il faudra voir l'attitude de la police à la prochaine révolte. Chaque révolte est plus massive que la précédente, et plus violente. Donc on verra à ce moment-là, mais si la police refuse d'obéir au pouvoir, et de matraquer, de tirer au flashball sur la population, et on peut avoir un basculement tout à fait intéressant. Donc il ne faut pas croire que le pouvoir est si sûr de lui-même et dominateur, parce que on a vu des signes. Emmanuel Macron qui a été obligé le 8 mai de vider les Champs-Élysées, et apparemment de défiler seul avec un gilet pare-balles, des ministres qui ne peuvent plus se déplacer en public, Emmanuel Macron non plus, bien sûr. Donc on est face à un pouvoir qui est très affaibli, qui est très fébrile, et qui a très peur en réalité. Donc on n'est pas à l'abri d'une chute du gouvernement français, même de gouvernement européen. Pour revenir sur l'hégémonie états-unienne, je voudrais qu'on aborde le point de Fiona Scott Morton, ce professeur d'économie américaine qui a été nommé à la direction générale de la concurrence à la Commission européenne, et puis une semaine après, elle s'est retirée de ce poste parce que ça a fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'on peut prendre ça comme un signe que finalement les choses bougent, qu'en Europe, on s'aperçoit quand même de cette domination américaine en Europe et qu'on ne veut plus de cette ingérence? Justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les États-Unis dominent en étant présents tout en étant absents. Quand je parle d'absence, c'est absence au regard des peuples, qui ne perçoivent pas cette présence de la domination états-unienne. Et aujourd'hui, la domination états-unienne sur l'Europe est exacerbée, elle est violente, et elle est particulièrement virulente, et jusqu'au dépeçage radical des nations européennes. Mais là, les choses apparaissent, c'est-à-dire que le Royaume-Uni, et avec cette guerre contre la Russie, il est de plus en plus clair aux yeux des populations, des peuples européens, que ce sont les États-Unis qui poussent vers cette guerre, que c'est eux qui tirent les ficelles. Et peut-être que du point de vue américain, il faut serrer encore la vis,
c'est-à-dire envoyer carrément des hauts fonctionnaires états-uniens sur le continent européen pour s'assurer que ce machin qu'on appelle l'Union européenne tienne encore. Donc effectivement, c'est peut-être un signe d'un début d'effritement de cette structure américaine. D'ailleurs, je l'aborde dans mon livre, cette possibilité de décomposition de l'Union européenne. Alors pour terminer, parce que le temps passe et que bien sûr on est tenu par le temps, on n'a pas abordé le volet religieux, et c'est vraiment un volet qui vous tient particulièrement à cœur. Alors dans votre livre, vous soulignez l'absence de croyance, de spiritualité au profit d'un dogme plus sombre. Pensez-vous que notre appartenance religieuse et ou spirituelle est la porte de sortie à cette crise ? Dans la deuxième partie de mon livre, qui est consacrée justement à l'histoire de l'État, je commence par l'histoire de la fondation de l'État, du premier État, en Mésopotamie, pour déceler les traits fondamentaux de l'État. Et pour que le lecteur comprenne bien de quoi il s'agit et non pas entrer précipitamment dans la philosophie politique. Moi, je suis plus dans l'étude historique, l'histoire de longue durée. Et donc, je commence par l'État mésopotamien et je mets en évidence qu'effectivement, en m'appuyant sur les assyriologues, donc les spécialistes de la Mésopotamie, les archéologues spécialistes de la Mésopotamie et de la civilisation suméro-acadienne, je mets en évidence que la fondation du premier État, des deux premiers États mésopotamiens, donc entre 2300 et 2100 avant Jésus-Christ, se fonde pas seulement, mais essentiellement sur la religion. Tous les rois, les souverains, depuis le premier État mésopotamien jusqu'aux rois babyloniens, en passant par les rois assyriens, tous étaient des vicaires des dieux. Je dis ça parce qu'après, dans la tradition chrétienne et dans la tradition musulmane, donc les traditions monothéistes, on retrouve cela. L'idée que le roi n'est pas le souverain, mais il est le vicaire de Dieu, le lieutenant de Dieu. Et donc, la justice, qui est aussi fondamentale chez les premiers États mésopotamiens, est une justice qui est divine. Donc, et le rôle du souverain, du roi, est entre autres choses de plaire aux dieux dans le monde polythéiste et à Dieu dans le monde monothéiste. Donc la fondation du premier État, des premiers États, est basée essentiellement sur la religion. Les cités sont organisées autour des temples et les hauts fonctionnaires sont des prêtres. D'ailleurs, les banques, les premières banques sont des temples. C'était là où était entreposé l'or, donc les réserves d'or. Ce que je veux dire par là, pourquoi j'explique ça dès le début du livre, c'est un travail empirique. Je mets en évidence que fondamentalement, l'État est fondé sur la religion, sur le plan historique, et on va retrouver cette idée-là chez les philosophes politiques, notamment chez Hegel. Je ne partage pas toutes les vues de Hegel, bien sûr, mais j'ouvre le champ de façon très large, Mésopotamie, État chrétien, la fondation de l'État chrétien, le rapport entre l'empereur et l'Église, puis l'État moderne, la vision des philosophes modernes quant à l'État, et on retrouve toujours ce lien avec la religion. La religion, c'est le fait de relier horizontalement et verticalement. Mais s'il n'y a plus le lien vertical, il n'y a plus de lien horizontal. Et là encore, l'empirisme nous le montre. C'est-à-dire qu'avec la décomposition des religions, dans le monde occidental, parce que le reste du monde n'est pas religieux, et si le monde occidental dégénère, si le monde occidental a été gangréné par l'individualisme, c'est parce que la religion traditionnelle s'est effondrée. Il y a un lien de causalité qui est évident même sur le plan historique, quand on voit les différentes séquences. Ce n'est pas dû au hasard. Donc la crise politique, la crise
juridique, la crise politique, la crise étatique est fondamentalement une crise religieuse. Donc la solution ne peut passer que par le théologico-politique. Et là aussi, je propose modestement quelques pistes, parce qu'on ne peut pas proposer une solution adéquate, comme le médecin, si le diagnostic n'est pas bon. Et j'essaie d'établir un diagnostic le plus profond possible, justement en faisant de l'histoire de longue durée, et en faisant de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire en combinant l'archéologie, l'histoire de longue durée, l'anthropologie, la sociologie, la psychosociologie, la théologie politique, le droit, voilà. Alors pour compléter cette interview, on invite alors nos spectateurs à se fournir votre livre, dont je rappelle le titre, La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État, aux éditions Strategica. Merci beaucoup Youssef Indy d'avoir été avec nous et d'avoir fait le déplacement. Merci à vous, avec grand plaisir. Je vais vous inviter maintenant à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord. Bien sûr. Et en attendant, je vais rappeler que le média en 442, c'est un média entièrement créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média totalement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien, que ce soit de groupes, structures ou encore d'associations. Nous ne recevons aucun financement, seuls vos dons sont notre unique soutien. Il était bon de le rappeler. Merci à tous, merci de votre fidélité. À très bientôt. À très bientôt, merci.